هي على غاية ديمقراطية العبد كما يتغنى شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Un numéro dédié aujourd'hui à tous les avant-gardistes. Ils ont un temps d'avance avec temps d'avance sur leur époque, dans l'art, la médecine, les nouvelles technologies, les relations hommes-femmes, mais également, vous le verrez, la géopolitique. 4 invités avec nous dans MOE. Valérie Collin-Simard, bienvenue à vous. Vous êtes psychothérapeute, écrivain, masculin-féminin, la grande réconciliation. C'est le titre de votre livre. Ça paraît aux éditions Albin Michel. Et vous participez la semaine prochaine au premier congrès international sur la paix au féminin. C'est donc du 28 au 31 octobre à Oran et à Mostaganem, en Algérie. Walid Al-Wawi, bienvenue à vous également. Vous êtes artiste, vous travaillez à Dubaï. Vous avez présenté hier à Paris votre performance. Il s'agit d'une action silencieuse et méditative avec le rituel du thé. C'était donc hier à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, dans le cadre d'In Process de Mehdi Brit. Zaki Halal, bienvenue à vous également. Vous êtes médecin, entrepreneur, pianiste. Vous vivez entre la Californie, Paris et Alger. Avant de vous donner la parole à tous les trois, on va tout de suite voir cette image qui nous parvient de la Tunisie. Vous le savez sans doute, c'est une journée historique pour le pays. Un peu plus de 3 ans après le départ de Ben Ali, les électeurs sont appelés aux urnes. 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler leur assemblée. Ils vont désigner les quelques 217 députés qui siégeront pendant 5 ans. Scrutin placé sous très haute sécurité avec plus de 40 000 policiers et militaires. Toujours pas de chiffres sur la participation à l'heure qu'il est. On y reviendra bien entendu dans les journaux de TV5 Monde tout au long de la journée. Le principe d'égalité homme-femme, Valérie Collin-Simard, c'était l'un des thèmes de prédilection, en tout cas les plus abordés ces dernières années en Tunisie. Vous avez choisi de vous pencher précisément, de vous intéresser à ce qu'on appelle les valeurs du féminin. Expliquez-nous en quoi cette approche est-elle innovante ? Écoutez, d'abord, je voulais dire un grand merci à TV5 de m'inviter en tant que femme. Et j'ai vraiment une pensée particulière pour toutes les personnes, hommes ou femmes, qui n'ont pas cette liberté d'expression dans le monde. Et j'ai vraiment conscience d'être vraiment privilégiée d'être invitée par vous, donc, et surtout dans un thème aussi, justement, avant-gardiste. Donc vraiment, d'abord, un grand merci. Et en quoi c'est avant-gardiste de parler des valeurs du féminin et du masculin? Parce que ça propose une autre vision, ça change la manière de voir le monde. En tout cas, c'est ce qui m'a, dans mon parcours, là je vais donc la semaine prochaine, cette semaine, faire une conférence sur la paix, et j'en suis vraiment très honorée à Oran. Et j'ai vraiment compris dans mon parcours que c'était d'abord, si j'arrivais à faire la paix à l'intérieur de moi, que je pourrais ensuite faire la paix autour de moi. Et c'est vrai aussi bien dans les relations hommes-femmes que dans les relations dans l'entreprise. Aujourd'hui, je suis coach également dans l'entreprise et je coach des dirigeants d'entreprise. Et c'était vraiment, comme vous le savez sans doute, un haut lieu de guerre silencieuse. Ouais. Et c'est vraiment la phrase qui revient le plus souvent en sortant de nos séminaires, c'est « je me sens serein ». Et c'est une sérénité durable. Alors, comment les valeurs du féminin et les valeurs du masculin peuvent contribuer à ce chemin de réconciliation? C'est d'abord, moi, dans la première partie de ma vie, très rapidement, j'étais journaliste comme vous. Je présentais les informations à la télévision. J'avais tout pour être heureuse et pourtant, j'étais en dépression permanente. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il a fallu vraiment que je m'arrête à l'âge de 30 ans et que je rencontre cette grille de lecture des valeurs du féminin et du masculin pour comprendre que j'étais dans un profond déséquilibre, que j'étais dans une guerre intérieure et que ma guerre, c'était contre les valeurs du féminin. J'avais totalement intériorisé les valeurs du masculin, c'est-à-dire les valeurs qui autrefois étaient le seul et unique privilège des hommes. Il y a encore très peu de temps, jamais j'aurais pu publier un livre sous mon nom en tant que femme, parler comme je le fais, et c'est pour ça que je suis très consciente du privilège que j'ai aujourd'hui avec vous et celui de vivre en France, car ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et donc j'ai vraiment compris que j'étais en vrai déséquilibre, que je rejetais tout ce qui en moi était les valeurs du féminin, ma vulnérabilité,
ma passivité et j'ai compris que c'était en fait des puissances dont je me privais, c'était comme si je marchais sur une seule jambe. Ouais. Alors Zaki Halal et Walid El Waoui, on va vous entendre. Une réaction, on peut dans ce livre comprendre que Valérie Colin-Simard nous amène sur cette réflexion. Combien d'hommes voient par exemple leur femme comme une mère toute puissante de laquelle il faudrait s'émanciper, et combien de femmes se comportent inconsciemment comme des mères vis-à-vis d'un mari qu'elles considèrent comme un enfant? Zaki Halal. Moi, je peux parler sur ça. Dans quel cas vous retrouvez-vous? moi, je pourrais parler surtout du fait que les femmes aujourd'hui dans l'entreprise, il faudrait faire la paix avec ces femmes-là. Parce qu'il y a un talent énorme qu'on retrouve chez les femmes, qu'on ne retrouve forcément pas chez l'esprit masculin. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'encourager les femmes, même les femmes au foyer, les mamans, en fait, même avec certaines initiatives qui s'appellent Campus for Moms, des campus pour les mamans, où l'on encourage des mamans avec des bébés à aller en entreprise dans un environnement de start-up pour faire et développer leur idée. C'est un célèbre moteur de recherche américain. Exactement, exactement. Et du coup, moi, je pense qu'il faudrait justement tirer profit et encourager ces femmes à développer leur talent, que ce soit en tant qu'ingénieur, que ce soit en tant qu'innovatrice, que ce soit en tant que leader. Et je pense que commencer par faire la paix avec ces valeurs-là, c'est un début fondamental. Walid El Waoui, est-ce que vous avez un point de vue sur cette question? On sait qu'à Dubaï, par exemple, il y a de plus en plus de femmes qui accèdent aux responsabilités, qui deviennent chirurgiens aussi. On en a parlé récemment encore sur TV5 Monde. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée importante, ou est-ce que vous dites qu'il faut aller plus loin? Comme le dit Valérie Colin-Simard, ça se joue aussi au niveau de ce qu'elle appelle les valeurs, en fait. Well, in Dubai, it's a little bit. À Dubaï, I believe it's quite forward in the way of which women are je treated, crois que la situation est assez avancée par rapport aux femmes. The things that kind of limiting the there is a lot of progress, but of course Il y a there's beaucoup always de a step progrès, forward mais bien in the, sûr, il y a des pas qu'il faut continuer à accomplir sur la voie de l'émancipation des femmes, notamment au Golfe, dans les pays I arabes. believe that the thing that's kind of drawing a limit in a Je way crois is our cultural que and, très souvent, il s'agit kind of society, de the dresser une pressures that limite. Et society is all around. les sociétés dressent ces But I limites do et believe exercent there des has been a pressions. huge step, Mais je crois especially qu'il y a in eu Dubai, de nombreux there's, progrès, the notamment empowerment à of women Dubaï, in general, especially in où the business regions. les femmes se sont It's just astonishing. beaucoup émancipées par rapport à la région. It's progressing rapidly. Et je crois que ces progrès sont rapides, c'est certain. Alors, vous avez présenté donc hier à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, votre performance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce rituel du thé? In FIAC especially, à la FIAC en particulier, le programme suivait la ligne du ritualisme. Et en tant que performeur, et il s'agit ici de ma première performance de ce type à cet endroit, et j'ai essayé de documenter cette performance et j'ai voulu présenter une présentation un peu différente. J'ai voulu que le public soit présent, j'ai voulu me tester autant que je teste le public, en leur montrant quelque chose de très banal, c'est-à-dire quelqu'un qui sirote du thé pendant 15 minutes, rien d'impressionnant, rien qui présente des émotions. Mais j'ai voulu mettre l'accent sur la raison de ce rituel. Et cette performance s'appelle la sauterelle. Et il s'agit de savoir comment on implique la sauterelle dans cette performance. Et bien, cette sauterelle se révèle au regard du public lorsqu'ils l'aperçoivent au fond du verre à la fin de la performance. Et j'ai voulu insister sur l'idée de l'anxiété, de l'angoisse chez le créateur. S'agit-il d'une performance quotidienne ou d'une performance artistique? Et j'ai voulu prendre à témoin le public qui regarde cette performance. Alors, il y a 2 ans, Walid El Waoui, vous aviez réalisé une performance intitulée Destroy. Je vous propose de regarder le clip.
La Calas dans Maghreb Orient Express, grâce à vous, Zaki, grâce à vous, Walid Alouaoui. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette œuvre? Oui, j'ai appelé cette performance Destroy. C'était une de mes premières performances dans une galerie. Et je travaillais avec Jam Joint à l'époque, une petite galerie. Et cela faisait longtemps que je voulais parler de la censure et de l'utilisation des outsiders, si l'on peut dire, dans ce genre de performance. Et en fait, il s'agit d'une abaya que vous voyez. Ici, c'est le vêtement traditionnel des femmes dans le Golfe. Et cette abaya appartient à ma mère. Je suis palestinien. Ma famille a déménagé à Dubaï il y a plus de 30 ans. Et en grandissant, j'ai vu ma mère porter cette abaya. Et c'est devenu presque une seconde peau pour elle. Et c'est devenu une sorte de vêtement protecteur pour elle, qu'elle gardait sur elle. Même si j'étais certain que ça n'avait rien à voir avec sa culture palestinienne. Il s'agissait d'épouser les coutumes du pays dans lequel nous avions déménagé. Et je ne voulais pas avoir d'idée originale par rapport à ça. Je voulais juste montrer ce vêtement étendu, la matérialité de ce vêtement culturel qui appartenait à ma mère pour que les gens puissent le voir et se l'approprier. Maghreb Orient Express spécial avant-garde et avant-gardiste. On va retrouver l'une d'entre elles à Fès au Maroc. Merci d'être avec nous. Loubna Karoum, vous êtes entrepreneur, doctorante en économie et vous êtes à l'initiative de la page Facebook un match de volley à la frontière algérienne. L'initiative doit avoir lieu. La rencontre doit se jouer en principe le 1er novembre, samedi prochain. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette initiative, Loubna ? Oui, bonjour Mohamed. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez à notre initiative. Je salue tous les autres invités sur le plateau. Donc, je ne suis pas à l'initiative, je suis l'une des organisatrices de ce match. L'initiative, elle est venue de notre ami Tariq Nchnesh, qui est un ami de longue date, un ami de longue date. Elle avait publié un article en parlant d'un match qui a eu lieu à la frontière américo-mexicaine, un match de volleyball. Donc on s'est dit oui, pourquoi pas ne pas le faire. Nous étions 4, 3 Marocains et une Algérienne, une amie, et c'est comme ça qu'on a créé la page. Et puis il a eu un succès énorme. Donc on s'est dit oui, il faut le faire ce match. Voilà. Alors, on précise que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis 20 ans, depuis 1994, en raison de différends géopolitiques, notamment sur la question du Sahara occidental. Quel est le message, Loubna Karoum, que vous voulez faire passer, vous, Marocains et Algériens, à travers, si je puis dire, les filets ? Tout d'abord, on insiste sur le fait que l'initiative n'est pas politisée. On ne veut pas parler de politique. Tout ce qu'on veut, c'est de passer un moment entre amis, entre deux peuples qui ont partagé des années de voisinage, une histoire, des traditions, des liens familiaux, etc. Donc, nous, on ne veut pas parler du pourquoi plutôt de la fermeture de ces frontières. On ne demande pas l'ouverture, on ne revendique rien. Tout ce qu'on veut faire, c'est de faire un match, chacun de son côté, et de jouer plus. Et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais il y a encore dans cette région du monde des familles coupées en deux. Il y a notamment cette image où l'on voit une femme qui discute avec sa mère qui est de l'autre côté de la frontière. Pas de politique, dites-vous, Loubna Karoum. Que peut, selon vous, un match de volley, une rencontre sportive face à une telle querelle tout de même ? Pardon ? Que peut un match de volley ? Qu'est-ce que vous attendez de votre initiative ? À partir de quand vous vous direz, bon, la mission est réussie en fait ? Ouais. Tout d'abord, c'est de rappeler qu'il y a des liens qu'on ne peut pas effacer, qu'il y a des souvenirs, qu'il y a des sentiments entre les deux peuples qu'on ne peut pas effacer, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la fraternité, qu'il y a de la paix, que c'est possible. Donc, on laisse de côté tous les problèmes politiques, tout ce qui se passe, et on reste bien entre peuples et on verra par la suite.
Loubna Voilà. Karoum, merci pour ce témoignage. Je me tourne vers vous. Zaki Halal, vous êtes originaire d'Oran, c'est pas très loin du Maroc. Vous êtes donc algérien, vous vivez aux États-Unis, à Paris également et en Algérie. Une réaction à cette initiative? Moi, je pense que c'est une très, très belle initiative. Je suis vraiment ému de voir une initiative pareille parce que, tout d'abord, si on voit le nombre de personnes qui ont adhéré à cette page, ça reflète vraiment la volonté des deux populations à vraiment construire des canaux de discussion harmonieux. Et au-delà de la couche diplomatique ou politique, moi, je pense que les liens fraternels sont ineffaçables. Moi-même, j'ai de la famille au Maroc. Moi-même, j'ai des amis qui ont de la famille au Maroc ou qui sont marocains, etc. Donc, je pense que cela reflète vraiment la volonté des deux peuples. Et une petite touche technologique à cela, moi, je pense qu'un jour, j'aimerais bien voir d'autres personnes qui ne soient pas forcément proches des frontières, assister à des parties pareilles à travers des technologies telles que les robots de téléprésence, par exemple. Et Ouais. ça permettrait de... Walid El-Waoui, même question. Vous évoquiez tout à l'heure vos origines palestiniennes, donc les questions de frontières, vous en savez quelque chose. Les territoires palestiniens sont occupés depuis 1967 par Israël. Est-ce que des initiatives comme celle-ci, qui voient d'ailleurs le jour parfois entre Israéliens et Palestiniens, vous paraissent à la fois symboliques, mais aussi peut-être salvatrices d'une certaine manière quand la politique et quand la diplomatie ne peut plus rien? There is a big idea about the two-state solution in Palestine. Oui, It's oui, very, bien sûr, et il y a une it's forte something volonté de that's been, former deux forced États. away throughout, Et il y a quite c'est une cause qui a été défendue depuis un certain temps. Mais je crois qu'il faut maintenir en vie cette idée de paix de quelque manière que ce soit. Et bien sûr, beaucoup de gens veulent revenir en Palestine car c'est leur terre natale. Mais ils en sont privés. Ils sont privés de ce droit. Et il y a aussi des Israéliens qui appellent cette terre leur terre natale. Je crois que ce qui est arrivé en Palestine a été dévastateur. Il s'agit d'ego, de volonté de s'accrocher à une terre, de récupérer une terre qui nous a appartenu. Et je crois que c'est ce qui est au centre de cette question, à mon avis. Valérie Colin-Simard, tout à l'heure, Loubna Karoum nous a bien précisé avant l'émission de dire entrepreneur, elle est doctorante en économie, entrepreneur avec un E. Vous, à l'inverse, vous nous avez demandé de ne pas dire écrivaine, mais écrivain. C'est parfois un véritable casse-tête pour nous, les journalistes. Vous aviez sans doute connu ça à l'époque, quoique les débats n'étaient peut-être pas aussi passionnés. Pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous ne tenez pas à ce que l'on dise écrivaine? Parce que c'est une fonction, écrivain. Et qu'écrivaine, c'est une autre fonction. D'ailleurs, on parle souvent d'écrivaine du dimanche. C'est ça. C'est-à-dire qu'une écrivaine, c'est une femme ou un homme d'ailleurs, qui écrit de temps en temps pour son plaisir. Un écrivain est quelqu'un dont la parole est portée publiquement à travers des livres. Donc lorsqu'on dit un maître ou une maîtresse, c'est pas la même fonction. Lorsqu'on reconnaît un maître ou lorsqu'on reconnaît une maîtresse, les mots ont une vibration, ont un sens et indiquent des fonctions. Et quelque part, je sais que lorsque Loubna propose ça, c'est évidemment dans un geste féministe, bien entendu. Et pour moi, les féministes qui font ça coupent l'arbre et la branche sur laquelle elles sont assises. Parce que du coup, si vous m'appelez écrivaine, jamais, donc moi, comme plus jamais, aucune femme n'aura la possibilité d'être un écrivain. Loubna Karoum, qui est encore avec nous à Fès au Maroc, une réaction. Alors vous, donc, bien entendu, c'est pour faire avancer la cause, si je puis dire, que vous insistez sur la féminisation du mot. Une réaction peut-être au propos de Valérie Colin-Simard? J'ai pas insisté, toi tu m'avais bien proposé est-ce que c'est avec eux ou sans eux. Moi j'ai dit bon avec eux. Mais franchement, pour moi ce sont que des choses formelles. L'important c'est la place de la femme, ce qu'elle apporte, comment elle s'impose, etc. Donc écrivaine ou écrivain, entrepreneur ou entrepreneur avec eux, ça ne change rien. C'est de la valeur et la situation de la femme. Merci pour cette réaction, Loubna Karoum, en direct de Fès au Maroc. Zaki Halal, entrepreneur, médecin, qu'est-ce qui vous fait courir? Surprenant comme question, vous nous y attendiez pas. Moi, je pense que ce qui me fait courir, c'est... Pianiste surtout, justement, pianiste virtuose, alors qu'est-ce qui vous motive? Moi, je pense que c'est de parler plusieurs langues. Parler plusieurs langues, la langue de l'innovation, la langue de la musique, la langue de la médecine et la langue de la technologie.
c'est très difficile de dire qu'on est les 3 ou les 4 à la fois. Ouais. Je compte même plus que je suis. Ouais. Mais pouvoir faire une fusion de tout cela et créer quelque chose qui va, sur le long terme, créer un impact sur des millions de personnes sur cette planète, Alors c'est ce qui me passionne et qui me fait courir. Concrètement, qu'est-ce qui vous a amené aux États-Unis? Vous travaillez notamment avec la NASA, l'Agence spatiale américaine. Médecine, haute technologie, racontez-nous le projet. Alors, j'ai commencé, mon parcours était un parcours assez atypique. J'avais commencé à faire des études en médecine en Algérie et j'avais atterri par quelques stages de recherche en transplantation d'organes. Par la suite, j'ai été encouragé pour pour lancer une start-up qui développait des solutions pour préserver des organes humains sur le long terme. Et par le biais de plusieurs interactions, j'ai fini par rejoindre un pôle d'innovation, un pôle qui s'appelle Singularity University. Ce pôle-là, justement, qui est né de la fusion, qui est né de l'initiative de la NASA et de Google en Californie, utilise justement, éduque et enseigne sur l'utilisation des technologies dites à croissance rapide ou technologies exponentielles. On va penser à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la nanotechnologie, à l'impression 3D et leur utilisation pour résoudre les plus grandes problématiques sur cette terre, que ce soit dans la santé, dans la sécurité, dans l'éducation, et avoir un impact sur 1 milliard de personnes dans les 10 prochaines années. Et justement, c'est dans cet état d'esprit-là que moi j'agis justement comme responsable et représentant de la Singularity ici en France, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans le monde francophone. Où vous détectez des nouveaux talents, Maghreb, Afrique de l'Ouest. Des nouveaux talents, des jeunes cadres ou des cadres, que ce soit dans les petites moyennes entreprises ou dans les grands comptes, pour justement les sensibiliser à avoir une vision à long terme sur l'utilisation de ces technologies-là pour plusieurs utilisations, notamment aussi les valeurs, justement, l'égalité des valeurs, etc. Oui. Et voilà. Alors, le crépuscule du patriarcat, Valérie Collin-Simard, c'est l'un des chapitres 8 de votre livre. Vous citez Pierre Rabhi, le précurseur dans ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Il est né en Algérie, il est philosophe. Voici ce qu'il dit en prélude de votre chapitre. On m'avait poussé à me présenter à l'élection présidentielle et notre manifeste mettait bien en avant la subordination du féminin, dit-il, une éducation qui ne prépare pas l'enfant à avoir son équilibre propre, mais à devenir un soldat de l'économie. Oui, alors je suis complètement sur la même longueur d'onde que Pierre Rabhi, que j'ai donc mis en exergue de mon livre. Oui, si nous occultons, alors je précise bien entendu, ce qui pour moi est évident, c'est que les valeurs du féminin et du masculin concernent aussi bien les hommes que les femmes. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Donc, que ce soit nous sommes tous, par exemple, à la fois forts et vulnérables, que nous soyons hommes ou femmes. Et si nous nions notre vulnérabilité, nous allons dans la toute-puissance. Si nous nions notre force, nous allons dans la victime et dans les extrêmes. Et nous sommes ballottés entre ces deux extrêmes. Donc pour rejoindre Pierre Rabhi, si nous nous coupons de tout ce qui en nous est humain, c'est-à-dire notre vulnérabilité, nos besoins de repos, nos besoins de plaisir, la valeur du petit. Je pense c'est les petits pas symboliques comme celui que vient de faire Loubna peut avoir une dimension très grande sur le plan mondial. Ce sont des petits pas, peuvent être des grands pas. Donc se réconcilier avec toutes ces valeurs du féminin est indispensable si nous ne voulons pas être des robots. Walid El-Ouaoui, ça ne vous a peut-être pas échappé, il y a eu à Paris récemment des incidents autour d'une œuvre, justement d'ailleurs, qui participe à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Quelle est, selon vous, la force de l'art contemporain aujourd'hui ? Il dérange parfois. Selon vous, quelle est sa puissance ? Je crois que l'art contemporain, en particulier parmi les arts, est une chose très importante, car c'est un art qui est exposé à un grand nombre. Et cela produit une pensée critique et provocante. Et je crois que c'est très difficile de faire ça par d'autres moyens. C'est une force qui est véhiculée par les artistes, par les musées, les galeries d'art pour provoquer un questionnement et pour aborder des sujets qui sont généralement inconfortables. Et la plupart des gens aiment être dans leur zone de confort et penser selon leurs propres critères, sans provocation. Et je crois que c'est quelque chose de très dangereux.
heureux. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à Loubna Karoum qui était tout à l'heure à Fès au Maroc avec nous. Et merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. On vous retrouve dimanche prochain pour un numéro inédit en Algérie, au cœur du SILA, le Salon international du livre d'Alger. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec les coulisses de l'émission et plus de contenu. À très vite sur TV5 Monde.